Bienvenue dans ce podcast dédié à l'univers du conseil en investissement, en particulier le statut de conseiller en investissement financier, ou CIF. Nous voilà immergés dans un module de formation vraiment complet et dense, couvrant tout, depuis l'environnement de l'intermédiation financière jusqu'à la contractualisation avec le client. Ah oui, c'est un sujet passionnant, effectivement. D'ailleurs, qu'est-ce qui rend ce module si riche au juste? Eh bien, le module se structure en 4 parties majeures, et il Yeah. couvre notamment le cadre réglementaire, la définition exacte du CIF, ainsi que la gestion de son cumul avec d'autres statuts comme IAS ou IOBSP. Vous voyez, c'est un mélange de théorie et d'outils pratiques, comme la checklist de vérification ou des études de cas réels. Il y a même des tableaux comparatifs sur les modes de rémunération. Exactement. Et je remarque qu'il y a un travail d'analyse juridique approfondi, notamment autour de l'article L 541-1 du Code monétaire et financier, n'est-ce pas? Oui, absolument. Right. Cet article est au cœur de la définition légale du CIF. Il détaille non seulement ce que le CIF peut faire, mais aussi ce qui lui est interdit. On insiste sur le devoir de conseil formalisé, ce qui protège le client et engage la responsabilité du conseiller en cas de manquement. C'est fascinant, surtout quand on voit que, contrairement à d'autres interlocuteurs comme le banquier ou même certains consultants moins réglementés, le CIF est vraiment encadré. Les exemples pratiques, comme ceux de Madame Dubois ou Monsieur Martin, illustrent bien ce point. Exact. Et pour Yeah. Madame Dubois, le scénario présente la confusion entre un banquier, un agent général d'assurance et un consultant en gestion patrimoniale. Le rôle du CIF démarque clairement son indépendance et sa spécialisation. C'est justement l'un des objectifs du module, aider le professionnel à situer clairement son périmètre d'intervention parmi les différents acteurs. On voit donc que le module insiste sur l'importance de la transparence et la formalisation des relations, notamment à travers le document d'entrée en relation ou DER, la lettre de mission, et la déclaration d'adéquation. Ce sont des outils essentiels pour prouver que le conseil est adapté. Exactement. Et vous savez, c'est un peu comme hum, c'est comme avoir une checklist de sécurité avant de monter dans une voiture. On ne part pas sans s'assurer que tous les éléments sont en ordre. Et, C'est euh, crucial pour la conformité et surtout pour éviter les litiges potentiels. je vois aussi que le module aborde le cumul des statuts, ce qui est plutôt courant. Par exemple, 92% des CIF cumulent avec le statut d'intermédiaire en assurance et 45% avec le statut IOBSP. Ça rend le paysage beaucoup plus complexe, non? Oui, c'est vrai, c'est comme quand on cumule plusieurs chapeaux dans une entreprise. Vous devez savoir exactement où se trouve la frontière entre, disons, le conseil en investissement et d'autres activités comme la gestion de crédit. Le module fournit également des outils pour bien organiser son cabinet et éviter la confusion, ce qui est fondamental pour respecter la réglementation. Et cette distinction entre conseil ponctuel, conseil suivi, conseil indépendant et non indépendant, c'est un véritable travail de nuance. Sans aucun doute, cette distinction est Mhm. fondamentale. Par exemple, le CIF indépendant s'interdit de percevoir des rétrocessions de commissions. Il facture directement ses honoraires et cela lui permet d'éviter certains conflits d'intérêts. C'est une façon de garantir que le conseil soit inconditionnellement aligné sur l'intérêt du client. Alors, on peut dire que le modèle de rémunération a un impact direct sur la relation avec le client. Les rétrocessions peuvent parfois créer des biais, tandis que la rémunération par honoraire est perçue comme plus transparente. Oui, exactement. Et le module passe aussi en revue des tableaux comparatifs qui mettent en lumière les avantages et les inconvénients de ces modèles. C'est très créatif, ça permet aux professionnels de peser le pour et le contre. Right. Ainsi, ils peuvent choisir le mode qui correspond le mieux à leur stratégie et au profil de leurs clients. Un autre point intéressant est la cartographie des acteurs de l'intermédiation financière. C'est comme une gigantesque carte routière où chaque acteur, du PSI à l'agent immobilier, occupe une place bien définie avec ses obligations et ses limitations. N'est-ce pas fascinant? Oui, absolument. Cette cartographie, qui détaille notamment les acteurs comme les PSI, SGP, IAS et IOBSP, permet au CIF de se situer dans son environnement. On insiste sur le fait que chaque interlocuteur doit être identifié par ses statuts vérifiables via l'ORIAS.
Cela est essentiel non seulement pour la conformité, mais aussi pour la protection du client. Et puis, dans le module, il y a un élément qui me semble essentiel, la checklist de vérification des interlocuteurs. C'est un excellent moyen d'éviter les erreurs comme confondre le rôle du CIF avec celui d'un banquier. On peut dire que c'est un outil de prévention. Exactement. Et Avant de collaborer avec quelqu'un, le CIF doit s'assurer que son interlocuteur est bien immatriculé et dispose du statut nécessaire. Cela permet de sécuriser la relation client en évitant, par exemple, d'orienter le client vers un professionnel non habilité. je trouve également très pertinent le segment sur le cadre contractuel et la traçabilité du conseil. La conservation des documents, le suivi des dossiers clients et la gestion des réclamations jouent un rôle clé dans la défense du conseiller en cas de litige. Oui, c'est comme, disons, un filet de sécurité. Si jamais il y a une contestation ou une plainte, le CIF doit pouvoir prouver que tout a été fait dans le respect de la réglementation, avec des documents bien archivés. Pour reprendre l'exemple du cas de Madame Dubois, le CIF pourrait présenter sa déclaration d'adéquation pour montrer que sa recommandation était adaptée à la situation spécifique du client. Ça renforce la confiance, c'est indéniable. Absolument, c'est l'essence même du devoir de conseil. Et ce module rappelle aussi qu'il ne s'agit pas d'apprendre par cœur chaque détail, mais de comprendre la logique, les enjeux et le vocabulaire de cette profession si réglementée. Maintenant, parlons un peu de la partie sur le positionnement du CIF dans la chaîne de valeur. Comment le module décrit-il cette interconnexion? Eh bien, il s'agit de comprendre que le CIF n'opère pas de manière isolée. Il entretient des relations B2B avec des producteurs comme les sociétés de gestion de portefeuille, et parfois, il s'allie à des plateformes de distribution pour élargir son offre. Chaque relation influence sa rémunération et sa stratégie. Par exemple, une relation directe avec une SGP offre plus de marge, mais implique plus de démarches administratives et des conventions multiples. Oui, et les plateformes de distribution, tout en offrant une large gamme de produits, créent une dépendance technologique et parfois une réduction de la marge due aux rétrocessions. C'est un équilibre délicat à gérer. Exactement. Et c'est Et pourquoi il est conseillé, dans le module, de réaliser une due diligence rigoureuse lorsqu'on choisit une plateforme de distribution. Cela inclut l'évaluation de leur gouvernance produit, les conditions de rémunération et même la solidité financière de la plateforme. je note aussi que le module aborde des études de cas détaillées, comme celle concernant la sélection d'un partenaire plateforme et l'analyse des rétrocessions versus le modèle d'honoraires. Ces cas réels permettent de comprendre les enjeux sous-jacents. Oui, et c'est vraiment utile de voir les scénarios concrets. Ceci montre, par exemple, comment un CIF peut se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts si les rétrocessions ne sont pas gérées correctement. On insiste sur la nécessité d'une politique écrite de gestion des conflits d'intérêts. D'ailleurs, le module détaille les types de conflits, qu'ils soient liés aux rémunérations, au partenariat ou à la structure même du cabinet. C'est comme un guide pratique pour anticiper et gérer ces risques. Exactement. Et il propose même une matrice pour gérer ces conflits, avec des mesures préventives et des exemples précis pour que le CIF puisse justifier ses choix auprès des régulateurs et surtout auprès de ses clients. On en revient alors à l'importance de la transparence et de la communication claire avec le client. Ce module insiste sur le fait que le CIF se doit d'informer ses clients sur la nature de son conseil et les éventuels liens financiers en jeu. C'est là toute la dimension éthique et réglementaire du métier. C'est tout à fait ça. La transparence sur les coûts et les frais, ainsi que la documentation de chaque décision, est primordiale. Cela permet non seulement de sécuriser la relation juridique, mais aussi de renforcer la confiance du client dans l'expertise du CIF. Bon, un point qui me surprend parfois, c'est que beaucoup pensent à tort que tous les conseillers en patrimoine ont les mêmes obligations. Le module clarifie que le terme CGP n'est pas un statut réglementé et qu'il faut toujours distinguer le CIF des autres acteurs. Exactement, ce Et point est essentiel. Le CIF possède un statut bien défini et des obligations précises, contrairement à d'autres appellations qui peuvent prêter à confusion. Cela permet de mieux calibrer les attentes du client et de définir les responsabilités de chacun. je remarque également une partie sur les évolutions à anticiper, comme l'impact de la digitalisation
et le renforcement des exigences ESG. Ces éléments montrent bien que le CIF doit rester en veille et s'adapter constamment aux changements du marché. Oui, c'est un domaine en perpétuelle évolution. Avec l'arrivée des robots advisors et la digitalisation croissante du conseil, la rigueur réglementaire demeure le socle sur lequel se construisent les relations de confiance. Et, euh, ça demande une mise à jour régulière des connaissances, ce qui est justement l'objectif du module. En somme, ce module est une véritable boîte à outils pour tout CIF. Il ne s'agit pas seulement de règles théoriques, mais d'une approche pragmatique pour gérer quotidiennement les défis du marché. Absolument. Il offre à la fois une vision d'ensemble du paysage réglementaire français et des conseils concrets pour optimiser sa pratique. En fin de compte, la maîtrise de ces notions permet de transformer la conformité réglementaire en véritable levier de compétitivité pour le CIF. Merci pour ce tour d'horizon détaillé. J'espère que nos auditeurs ont pu saisir combien il est crucial dans ce domaine de bien comprendre les enjeux et de se doter des bons outils pour sécuriser leurs relations clients tout en respectant les obligations réglementaires. Exactement, c'est tout un art, hum, l'art de concilier expertise, éthique et rigueur réglementaire. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour d'autres échanges passionnants sur le conseil en investissement.